Conakry, 9 juillet 2015, au sommaire de cette édition, le président de la République séjourne à New York, où il doit participer à la conférence des bailleurs de fonds sur la relance de l'économie guinéenne post-Ebola. Éducation, les examens nationaux débuteront le 20 juillet prochain. Les autorités de l'enseignement préuniversitaire sont à pied d'œuvre pour la réussite de ces examens. Et puis les habitants de Conakry saluent et apprécient l'effort du gouvernement dans le cadre de la desserte du courant électrique. Témoignage de satisfaction dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République, professeur Alpha Condé, est à New York, aux États-Unis. Le chef de l'État multiplie les contacts avec les partenaires. Il a reçu ce jeudi un groupe d'investisseurs au centre des entretiens, la relance de l'économie guinéenne et la promotion des investissements privés. Voici le reportage de notre envoyé spécial, Sanassi Keita. Dès son arrivée ce mercredi 8 juillet 2015 à New York, le président de la République s'est tout de suite entretenu avec un groupe d'investisseurs désireux de s'implanter en Guinée. Une occasion mise à profit par professeur Alpha Condé pour expliquer clairement à ces hommes d'affaires la situation actuelle de la maladie à virus Ebola en Guinée. Mais pour gagner le pari de la lutte contre cette épidémie, le président Alpha Condé compte sur ses chefs d'entreprise du pays de l'oncle Sam. L'Ebola aussi a d'énormes conséquences sur notre économie, sur nos finances. Et c'est pourquoi nous souhaitons que les fondations s'investissent à nos côtés. D'abord, pour nous aider à redresser notre système de santé. Si l'Ebola nous a fait tant mal, c'est parce que notre système de santé n'était pas à la hauteur. Et c'est ce qui a fait que nous n'avons pas pu. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de renforcer notre système de santé pour qu'à l'avenir, nous soyons à nous-mêmes capables de faire face à n'importe quelle épidémie et de ne pas attendre que l'aide vienne de l'extérieur. Nombreux sont les besoins évoqués par le chef de l'État pour remettre la Guinée sur le chemin du développement socio-économique. Donc nous avons besoin de relancer notre économie, le secteur de la santé, le secteur de l'eau, d'apporter l'assistance aux femmes et aux enfants, et aussi de relancer notre activité économique. Donc nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais nous serons surtout vous inviter en Guinée pour que vous veniez voir vous-même la situation que vous voulez, quelle aide vous pouvez nous apporter. En attendant donc la réunion du système des Nations Unies, ce 10 juillet 2015, le président de la République multiplie les concertations ici à New York avec les hommes d'affaires américains pour les inciter à venir investir massivement en Guinée, dans un esprit de transparence mutuellement avantageux. Sanassi Keita a précisé que ce 10 juillet, le président de la République, professeur Alpha Condé, va participer à la conférence des bailleurs de fonds sur la relance de l'économie guinéenne post-Ebola. La première dame de la République poursuit son séjour de travail en France. Aya Yene Condé s'est rendue au chevet des bébés siamois à Paris. Les frères Boubacar et Hassan se portent bien. L'opération des bébés siamois, vous le savez, a eu lieu à Paris grâce à l'appui de l'ONG Chaîne de l'Espoir et la fondation Prosmi. Ali Badara Condé commente les images de Mohamed Souma. C'est un succès chirurgical, mais aussi un pari gagné par l'association La Chaîne de l'Espoir, basée à Paris, et la fondation Prosmi de la première dame de la République, Aya Yene Condé. Hassan et Boubacar, ces jumeaux siamois, sont désormais séparés. Des médecins attestent que peu de bébés siamois survivent à leur naissance. Et seules 3 ou 4 équipes médicales dans le monde maîtrisent cette technique chirurgicale. Oui, c'est très fier. Très satisfait de l'opération, d'avoir mes enfants. Je les prends l'un et l'autre sans que je les accumule en même temps. Je suis très fière. Je remercie très fort la première dame. Je les remercie très fort. C'est une équipe d'anesthésistes, d'infirmières, de chirurgiens et de radiologues qui a réussi cette prouesse. J'aimerais dire qu'on a fait une promesse et nous l'avons tenue. On a vu ces enfants en Guinée à Conakry et on a tout fait pour les sauver, ce qui a été fait. Alors bien sûr il s'agit d'une opération assez difficile, complexe, qui a été faite à l'hôpital Necker à Paris par des chirurgiens très spécialisés en la matière. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont bien, ils sont là, en vie, et qu'ils vont bientôt repartir. La première dame de la République, Aya Yene Condé, salue les efforts des uns et des autres.
Très satisfaite et très émue de voir ces deux bébés séparés. Vraiment merci à la chaîne de l'espoir. J'espère que ces deux enfants vont vivre longtemps avec leurs deux parents. Vraiment c'est une image qui m'a émue. Avec la réussite de cette opération, d'autres enfants guinéens victimes de malformations pourraient être les prochains bénéficiaires grâce au soutien de l'association La Chaîne de l'Espoir basée à Paris et la fondation Prosmi de la première dame de la République, Adjedjene Kondi. Et puis, santé encore, l'hôpital militaire de campagne du camp Kémé-Bourima du Kenya est maintenant fonctionnel. Il vise à renforcer la capacité des structures de santé militaire. Cet hôpital de campagne est le fruit de la coopération russo-guinéenne à travers la société Roussal. Sergent Marcel Massandounou est correspondant de la presse militaire. Cette dernière phase constitue le lancement officiel des activités de cet hôpital militaire de campagne. Après son implantation en novembre dernier dans la région administrative de Kindia, le service de santé des armées va offrir désormais des consultations et soins gratuits à la population de cette localité pour une durée de 3 mois. Ce don de la Fédération de Russie vient appuyer les structures sanitaires des armées dans la lutte contre les maladies infectieuses. L'acquisition et la mise en route de cet hôpital s'inscrit en droite ligne dans la logique de la réforme du secteur de la sécurité. À travers cette action médicale, l'armée guinéenne renforce davantage ses relations avec la population civile et le commandement militaire se réjouit de l'obtention et de l'opérationnalisation de cet hôpital de campagne. Ce don inestimable est autant plus important que le répond à un besoin longtemps exprimé par la structure compétente des forces armées guinéennes. Cet hôpital de campagne dispose de 13 véhicules dont une ambulance pour répondre aux besoins sans cesse croissants des militaires et de la population de Kindia en matière de santé. Ici à Conakry, appuyer les femmes et les enfants, c'est l'une des préoccupations de l'ONG Aimer la Guinée. L'association a offert ce jeudi des lits et des matelas à l'hôpital d'Ignasdine à Conakry, un don estimé à 45 millions de francs guinéens. Suivez le reportage de Al Gassimouba. L'hôpital national Ignasdine. L'établissement est doté de nouveaux lits mais aussi de matelas anti-square pour soulager les malades dont l'alitement est prolongé. Des équipements destinés aux services de maternité, de pédiatrie et au plateau de l'hôpital. En fait, notre attente d'abord est que cela aille directement aux patients et que les patients puissent directement en profiter. Ce matériel sera utilisé uniquement pour le bonheur des patients. Et vous savez, chaque jour dans la vie est une couleur. Et aujourd'hui, cette couleur, c'est la couleur de la donation de l'association Les Amis de la Guinée. Et ça, c'est un don important pour nous. Estimé à 45 millions de francs guinéens, cet appui vient renforcer les soins apportés aux malades, en particulier les femmes et les enfants. Une initiative de l'association Aimer la Guinée. Alors, ces lits-là sont assez confortables parce que quand vous avez des malades agités, il y a des volets de sécurité qui permettent en fait de faire une meilleure prise en charge pour pouvoir contrôler, pour ne pas que les malades tombent après les interventions. Pour la même cause, l'association Aimer la Guinée est déjà intervenue dans plusieurs autres préfectures et communes du pays. Outre ses actions humanitaires, elle œuvre depuis 2010 pour la promotion de la paix, la sécurité et la bonne gouvernance en Guinée. L'autre temps fort de cette édition, les examens nationaux débuteront le 20 juillet prochain en Guinée. Les autorités de l'enseignement préuniversitaire sont à pied d'œuvre pour les préparatifs. Le ministre du tutelle est en tournée à l'intérieur du pays pour voir et apprécier les ateliers régionaux préparatoires des examens scolaires. Les régions de Farana et Zirekouré ont constitué la première étape de cette tournée. Amadou Touré sur les pas du ministre. C'est à Zirekouré que le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a donné le coup d'envoi des travaux des ateliers régionaux préparatoires des examens nationaux. 49 569 candidats sont présentés cette année aux différents examens par l'inspection régionale de l'éducation de Zirekouré. Ces travaux doivent permettre aux responsables de l'éducation de la région forestière de faire des propositions de solutions endogènes en vue d'aboutir à une organisation réussie des examens de fin d'année.
Nous allons apporter les corrections aux insuffisances constatées pendant les examens nationaux de 2014. Ensuite, nous allons prendre toutes les dispositions sur tous les plans, aussi bien matériel, financier, logistique, pour que rien ne soit défaillant pendant tout le déroulement de tous les 3 examens nationaux. Après Zérékoré, la mission de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation a rencontré les directeurs préfectoraux de l'éducation et les inspecteurs régionaux de l'éducation des régions de Farana et de Kankan. Nous allons veiller sur le renforcement des mesures. Demande à ce que la clarté, à ce que l'engagement soit dans ce travail, à ce que l'évaluation se fasse dans des conditions crédibles. Il faut que nous sachions comment se présente, quelle est la disposition des gens, quelle est la situation qu'il y a au niveau, est-ce que les étudiants disponibles. Il faut qu'on ait une visibilité claire. Dalaba, Kindia et Bokeh seront les prochaines étapes de supervision des travaux préparatoires des examens nationaux. Et puis dans le même registre, la tornade qui s'est abattue récemment sur Conakry a provoqué des dégâts importants. Plusieurs édifices publics ont été touchés. Préoccupé par la situation, le Premier ministre chef du gouvernement a sillonné quelques centres d'examen pour faire le constat et procéder très rapidement à la réparation des sites endommagés avant les examens nationaux. Ousmane Bangoura, reportage. En cette saison des grandes pluies à Conakry, de vents violents ravagent déjà certaines installations dans la cité. C'est le cas par exemple de cette école primaire sise à la carrière dans la commune de Matam. Les pluies à Conakry ont créé des catastrophes immenses. Près de 1000 et quelques arbres dans les écoles sont à élaguer ou sont tombés, parfois même sur les enfants. Des classes ont été détruites, les tours se sont envolés, même les centres informatiques à Bonfi ont été touchés, vous l'avez vu. Dans les quartiers, vous avez trouvé que les maisons ont été décoiffées. À Kassa même, les dégâts sont énormes, un peu partout à Conakry. Au lycée Bonfi également, retenu comme centre d'examen, le constat est le même. C'est pourquoi les responsables sollicitent auprès des autorités une assistance. La direction du lycée Bonfi, au nom de l'ensemble des élèves et du personnel d'encadrement, sollicite votre aide majestueuse pour un bon déroulement des examens nationaux 2015 prévu à partir du 20 juillet. Sachant que vous avez toujours été sur tous les fronts de la paix pour un meilleur développement de la Guinée, une fois encore, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous comptons entièrement sur vous. Je me suis informé auprès de Madame le maire et très certainement nous allons interpeller le chef de votre département et lui donner les instructions nécessaires pour corriger ces dysfonctionnements afin que les examens puissent se tenir. Nous allons essayer de faire ce qui doit être fait. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour un meilleur déroulement des examens nationaux 2015. Dans l'actualité encore, le projet des filets socioproductifs a fait du chemin. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune enregistre de très bons résultats. Plus de 20 000 emplois seront créés dans le pays. Et une campagne est organisée à cet effet pour informer et sensibiliser les jeunes sur le bien fondé du projet des filets sociaux. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Les filets socio-productifs, un véritable instrument de lutte contre la vulnérabilité. Le projet concerne les jeunes et les femmes en situation difficile. Le ministère de la Jeunesse qui pilote l'initiative est à la rencontre des publics cibles à Conakry. Kaloum est la dernière étape de la campagne de sensibilisation et d'information sur les avantages liés au projet filets socio-productifs. Les gens assainissent les artères, le goudron, les caniveaux, les gens viennent encore, ils jettent des ordures dedans. Donc tout cela, ceux qui ont suivi cette formation aujourd'hui, au sortir de cette formation, ils savent déjà comment il faut sensibiliser les autres qui n'ont pas bénéficié pour que nous gardons l'environnement propre. L'objectif est d'amener ces jeunes et femmes à s'intéresser au projet qui fait actuellement du chemin, surtout que les prévisions de 2015 sont bonnes. En 2015, nous prévoyons de créer 28 000 emplois et de distribuer environ 4 200 000 $. Pour 2014, par exemple, nous avons créé 13 505 emplois. Sur ces 13 505, 76% c'était des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. C'est vous dire que les jeunes vraiment ont été au cœur de ce projet.
et le resteront jusqu'en 2017. Cette sensibilisation a déjà touché 3000 personnes dans la capitale. Le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes espère que ces bénéficiaires pourront tirer le maximum de profit de ce projet. Après Fria et Conakry et d'autres régions qui ont déjà bénéficié de ce projet filets sociaux, nous voulons que d'autres jeunes encore, que d'autres personnes qui n'ont pas encore bénéficié fassent la demande et postulent, et tout en espérant qu'ils répondront aux conditions et au profil demandé par le projet pour qu'ils puissent en bénéficier. Déjà cette année, il y a plus de 400 000 demandes et cela dénote l'engouement, cela dénote aussi l'intérêt et le besoin qu'a nos populations aujourd'hui et les couches les plus vulnérables à trouver un emploi décent. C'est une opération qui était couplée à l'enseignement des jeunes et des femmes sur la citoyenneté. Projet des filets sociaux, une action à encourager. Le ministère de la fonction publique, dans l'élan de la modernisation de l'administration, une formation se tient dans ce sens à l'intention des secrétaires généraux et des cadres des départements ministériels. Objectif: maîtriser les techniques de suivi et d'évaluation des performances. Mamadi Gassama. L'une des missions fondamentales du Centre de perfectionnement administratif est de qualifier les ressources humaines de l'administration publique guinéenne. L'atteinte de cet objectif passe nécessairement par la formation des agents et des cadres, d'où l'organisation de cette séance de formation et d'appropriation des outils de suivi, évaluation des performances des ministères. Il vous souviendra qu'à chaque fin de trimestre, les départements sont invités à la primature pour faire un bilan des activités. Et il nous a été donné de constater que beaucoup de départements ont des lacunes par rapport au remplissage de ces tableaux. Donc c'est pour essayer de régler tout ce qui est lié aux lacunes que nous avons décidé, la primature et le ministère de la fonction publique, d'organiser cet atelier. En relançant le centre de perfectionnement administratif, le gouvernement entend souffler une nouvelle dynamique dans la gestion des affaires publiques. Que ces 2 journées soient le début de bien d'autres actions de démultiplication pour couvrir une très large majorité des cadres de tous les ministères pour faire du mécanisme de suivi et évaluation de l'action publique une réalité quotidienne bien maîtrisée dans notre administration. Cette rencontre d'échange permettra aux participants d'établir un pont entre le tableau de programmation et le tableau d'évaluation. Le comité interparti de la CENI a échangé avec les associations de presse et les organisations de la société civile. Il a été question d'expliquer aux acteurs du processus électoral le niveau des préparatifs de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015. Saïdouman Diallo a suivi la rencontre. Le comité interparti de la CENI s'active dans la vulgarisation des informations sur l'état de préparation des futures élections. Ce matin, la structure a fait une communication à l'intention des représentants des organisations de la société civile et des médias. Nous sommes encore réunis ici pour vous donner des informations et échanger sur l'état de préparation de l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 et notamment dans les volets révision des listes électorales, traitement des données au site central, les prochaines étapes. Nous sommes tous partis politiques, société civile, particulièrement société civile, responsables de mode d'inscription ou de dressage de l'établissement de la liste des électeurs. Parlant de l'élaboration du fichier électoral, le département de la planification a fait un récapitulatif sur les moyens techniques utilisés pendant la révision. Nous sommes à 769 770 données, donc citoyens électeurs traités au niveau de la base de données, qui ont servi de dédoublonnage sur les 1 400 000 attendus. Sur le chiffre de 769 770, vous avez déjà 278 465 doublons confirmés. Donc ça veut dire que le chiffre brut va être diminué de 278 465 électeurs. Pourquoi?
parce qu'ils étaient déjà dans la base de données. Toujours dans ces communications, les différentes lois et articles du Code électoral qui justifient les opérations à venir ont été également édictés. Une manière pour la CENI de diffuser toutes les informations pouvant aider à la réussite du processus. Et puis vers la mise en place du Conseil national du dialogue social en Guinée. Les acteurs impliqués étaient en concertation ici à Conakry. Objectif, présenter les résultats des élections sociales dans les services publics et privés. Cette évaluation permettra de connaître la représentativité des syndicats et du patronat. Baba Kouyaté signe son reportage. Le gouvernement guinéen, les syndicats et le patronat s'unissent pour évaluer la représentativité des centrales syndicales dans les services publics et mixtes. Après une inspection sur le terrain, les inspecteurs des services publics et privés présentent les résultats des élections sociales. Les résultats révèlent que la CNTG, par exemple, représente plus de 70% des travailleurs syndiqués. Un résultat mis à profit par la centrale syndicale pour s'unir davantage. Le mouvement syndical guinéen, il est uni, il est indivisible. Certes, ces élections ont été faites, c'est tout juste pour connaître la représentativité des centrales syndicales. Sinon, nous parlons de la même voix, et nous avons les mêmes objectifs et nous avons la même définition. C'est dans la cohésion sociale que nous pourrions, n'est-ce pas, défendre les intérêts de nos travailleurs qui nous ont mandatés. Pour le ministre de la fonction publique, la Guinée a désormais un outil de travail efficace qui va permettre d'avoir des informations précises sur la vie des travailleurs. De façon générale, on a noté une certaine satisfaction de tous les acteurs au regard d'abord de l'initiative qui a consisté à évaluer objectivement la représentativité de chaque centrale syndicale, ce qui constitue désormais un outil de gouvernance et un outil de gestion et pour la promotion du dialogue social. La Guinée traverse une période sensible à cause du virus Ebola et les élections présidentielles et communales qui pointent à l'horizon. C'est pourquoi le ministre du Travail sollicite une trêve sociale. D'accord sur la méthodologie. La réalité aujourd'hui de la Guinée qui fait que nous sommes en train d'organiser des élections, des consultations électorales majeures pour notre pays, avec des divergences qui méritent d'être réglées par la voie d'un dialogue. Ça fait déjà une contrainte. Nous sommes bien entendu toujours soumis à l'épidémie Ebola, même si elle est en phase de régression. Ce moment est primordial pour concentrer et vraiment unir tous les efforts pour en finir. Une délégation du gouvernement est actuellement aux États-Unis pour mobiliser des fonds afin de venir aider notre pays dans sa phase post-Ebola en termes de développement économique. Donc nous avons voulu partager avec eux ces préoccupations pour qu'ils comprennent qu'il serait de bon aloi d'observer une trêve sociale jusqu'à ce que nous sortions de cette période un peu difficile pour notre pays. Dans les prochains jours, une commission sera mise en place. Elle tentera de prendre en compte l'ensemble des observations faites lors de cette rencontre. Cela pourrait faciliter la mise en place du Conseil national du dialogue social pour consolider la cohésion sociale en Guinée. Selon les spécialistes, la consommation du tabac serait la cause de 80% de décès dans les pays à revenus faibles. Une situation qui interpelle les décideurs à mettre une politique efficace de lutte contre le tabagisme. C'est dans ce contexte que la Guinée célèbre la journée mondiale sans tabac Conakry. Voici le reportage de Adiatou Bari Yene Yassani. Les statistiques démontrent que 57% de la population consomme le tabac. 17% des adolescents sont concernés par le fléau. Dans cet établissement scolaire public, le sujet est abordé par les acteurs engagés dans la lutte contre le tabac. La démarche vise à sensibiliser ces élèves sur les conséquences du tabac. Les jeunes à cet âge-là sont très sensibles. N'oubliez pas qu'il y a diverses raisons qui amènent les gens à commencer à fumer. La première raison, d'abord, c'est l'imitation des parents, des amis, de l'enseignant, parce que l'enseignant, c'est un grand modèle pour un élève. Donc un enseignant qui fume influence son élève. Autre cause qui n'est pas négligée, l'influence de la publicité sous toutes ses formes sur les jeunes. Il était très intéressant de descendre dans des établissements scolaires pour que nous renforcions la sensibilisation, montrer aux élèves que vraiment c'est un danger pour leur santé et qu'il ne fallait pas essayer de fumer.
car commencer à fumer est facile, mais cesser de fumer est plus difficile. Nous allons nous aussi de notre côté duplier et disperser le message que nous avons reçu auprès de nos camarades, auprès de nos collègues, auprès des personnes avec lesquelles nous vivons et nous évoluons, pour que ces personnes, si ces personnes-là admirent le tabac, pour que ces personnes-là cherchent à éradiquer et à s'éloigner carrément du tabac. Ce qui justifie le choix du thème « Éliminons le commerce illicite des produits du tabac ». Un défi qui nécessite une collaboration multisectorielle. Pour parer à cela, ils ont consacré des dispositions, notamment l'article 15 de la Convention cadre, qui vise à réduire cette accessibilité qui est liée à ça. Parce qu'à force que le produit du tabac devient cher, ça va inciter ou bien ça va décourager, j'allais dire, la population, notamment la jeunesse, d'accéder aux produits. La Guinée fait partie des pays membres de la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac. Une convention qui vise à aider les pays à réduire le taux du tabagisme avant 2030. Je vous le disais en titre, les habitants de Conakry saluent et apprécient les efforts du gouvernement dans le cadre de la desserte du courant électrique. Témoignage de satisfaction des populations. Cependant, cette amélioration de la desserte pèse sur les vendeuses de glace. Vous allez le voir, le sachet de glace qui était vendu à 2500 est aujourd'hui à 500 francs guinéens. Voici le constat de Rose Porcher. Aux années précédentes, le prix de la glace a connu cette année une chute considérable pendant ce mois saint de Ramadan. Au lieu de 3000 francs, le sachet de glace passe à 500 francs guinéens à ce jour. Nene Keita est une vendeuse de glace au rond-point Bessia. Il est 500. Actuellement, la glace coûte 500 francs. Alors qu'avant, c'était à 2500 ou 3000 francs guinéens. On partait chercher de la glace en ville. Mais maintenant, nous n'avons plus ces problèmes. Le courant est stable. Nos glaces se forment très bien. Pour de nombreux consommateurs, c'est un ouf de soulagement. À cause de l'arrivée du courant, nous estimons que si ça continue, nous serons très heureux. On va tous boire de l'eau glacée après le déjeuner. On remercie vivement le professeur. On lui souhaite une longue vie. Aujourd'hui, à 1000 francs, j'ai deux grosses comme ça, la glace, je peux amener à la maison et que tout le monde nous boit de l'eau fraîche aujourd'hui. Pour les économistes, l'amélioration de la fourniture du courant dans le pays pourrait relancer de nombreuses activités longtemps paralysées par le manque d'électricité. Une action encouragée dans l'actualité africaine au Nigeria. Vous allez voir en image, le président Mohamed Buhari a rencontré des acteurs de droits de l'homme pour demander la libération de plus de 200 écolières détenues par le groupe islamiste Boko Haram. Ces filles ont été enlevées depuis 2014. Le mercredi, les activistes ont marché pour réclamer la libération des écolières. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt.